y est, ça marche? Alors, je suis Sofia Mendes Geraldes, je suis née en 1973 à Pau. Et je voudrais aborder la question de la politique linguistique dans les établissements primaires, secondaires et dans le supérieur à Pau. Pardon? Kyo. Allez-y. Je dis sans berner comme ça. Ah oui, bien sûr. Donc, j'enseigne actuellement à l'Université de Pau le portugais. Je reçois très souvent des étudiants qui m'expliquent que lorsqu'ils étaient les élèves dans le secondaire, n'ont pas pu étudier le portugais parce que c'était une langue qui n'était pas offerte. Ils ont dû donc l'étudier par le biais du CNED. Actuellement, ce qui se produit, c'est qu'il y a une réforme du baccalauréat et ne pourront plus, ceux qui s'inscrivent, ceux qui suivent les cours par le CNED, ne pourront plus le passer au bac. Pourtant, c'est la langue qu'ils veulent étudier, c'est la langue qu'ils veulent choisir, c'est la langue qu'ils veulent dans leur CV, et pourtant, ils ne pourront plus la choisir. Par ailleurs, il y a une incohérence, en quelque sorte, dans la politique linguistique, puisqu'on enseigne le portugais à l'université, mais on ne l'enseigne pas dans le primaire et dans le secondaire. Ça pose un problème de cohérence aussi et de suivi du parcours. C'est regrettable parce que finalement, en 3 ans à l'université, on n'a pas l'occasion de vraiment développer une langue, de l'apprentissage d'une langue pour laquelle on envisage peut-être de faire un investissement dans son futur professionnel. Il y a aussi de nombreux parents qui me demandent pourquoi leurs enfants ne peuvent pas étudier le portugais. Et enfin, j'aimerais savoir si on pourra bientôt se rencontrer avec l'association Pau Lusophonie afin d'en discuter et de trouver une solution. Parce que je voudrais aussi écarter les objections qui seraient d'ordre financier. Parce que moi, j'ai par exemple fait plusieurs propositions qui n'engageaient aucune dépense supplémentaire. Toutes ont été refusées. Alors, je vous réponds juste comme ça. C'est pas exactement le sujet, mais... C'est une collectivité publique. Oui, mais je trouve que vous avez raison. Et je vais vous défendre. Merci. Parce que je ne trouve pas normal qu'on ne puisse pas passer au bac une des langues qui sont, comment dirais-je, acceptées dans les épreuves, où que ce soit en France. Et donc, même si on a étudié par le CNED, ça c'est la première réponse. Je vais vous défendre, je vais faire ce que je peux, mais je vais le faire... Vous allez m'adresser une lettre avec les exemples précis et je vais vous aider. La deuxième chose, c'est que je trouve que pour des enseignements de cet ordre, on devrait avoir une organisation de cours du soir pour que vous puissiez, par exemple, prendre en charge quelques 10 ou 12 ou 15 élèves à qui vous apporterez la formation pour laquelle l'éducation nationale ne fait pas de place. Parce que je crois, moi, que plus on apprend de langues, et mieux c'est. Et c'est pourquoi je suis défenseur des langues à l'école primaire. C'est même moi, comme ministre autrefois, qui ai décidé de les mettre en place. Et je suis défenseur aussi des langues régionales. Plusieurs ici ont déjà parlé des langues régionales, notamment la nôtre. Et je trouve qu'il faut leur garantir une place dans notre système éducatif. Donc voilà, je suis... Quel est votre prénom? Sophia. Eh bien, je suis sophiaïste. Voilà. Bon, j'espère que bientôt les étudiants pourront enfin apprendre le portugais au collège et au lycée. Eh bien, je trouve que c'est bien. C'est une chance que j'ai eue et j'aimerais qu'il l'ait aussi. Eh bien, c'est très bien. Masculin. Bonjour, je ne suis pas un fanatique des référendums, mais étant donné qu'il est sorti une revendication très forte du mouvement des Gilets jaunes sur les référendums d'initiative Écoutez citoyenne, bien, monsieur de Béchillon. Je vais me risquer à ça, et d'autant plus qu'on a eu un exposé sur le Conseil constitutionnel, et moi, quand je fais un référendum, c'est carrément pour réviser la Constitution. Voilà, allons-y gaiement. Et il s'agit en fait... J'anime un groupe de réflexion depuis une dizaine d'années sur la laïcité. Et finalement, ces derniers mois, nous avons plutôt exploré l'islam que nous voudrions franciser pour vraiment intégrer
les populations musulmanes qui le veulent. Mais aujourd'hui, c'est impossible parce qu'il y a deux islams, comme vous le savez, les islamistes salafistes, c'est-à-dire les radicaux, disons, et puis les musulmans normaux qui ne demanderaient finalement qu'à s'intégrer à la République. Et le gouvernement ne peut pas choisir entre les deux, parce qu'il y a deux associations qui viennent d'être constituées. L'une s'appelle la MIF, c'est-à-dire l'Association pour les musulmans, l'Association des musulmans pour l'islam de France. Et l'autre s'appelle les musulmans. Bon, la première, elle est dirigée par une personne qui a eu des responsabilités politiques, notamment auprès de Raffarin dans le passé. Et l'autre, elle est dirigée par un vrai islamiste salafiste que tout le monde connaît, puisqu'il a été secrétaire général du comité contre l'islamophobie en France. Et donc, on connaît donc la radicalité de ces gens-là et le fait qu'ils ne veulent pas s'intégrer à la République parce que leur ennemi, c'est la nationalisation de l'islam. Ils veulent que l'islam soit mondial ou ne soit pas. Bon, et donc aujourd'hui, nous avons ce problème-là, le gouvernement a ce problème-là à affronter, et il ne peut pas choisir entre les deux parce qu'il y a un principe constitutionnel qui est celui de l'impartialité des choix du gouvernement. Et donc, il ne peut pas choisir entre deux religions qui appartiennent d'ailleurs à la même mouvance culturelle, c'est l'islam. Mais c'est quand même deux forces à l'intérieur d'une religion et il ne peut pas choisir entre les deux. Alors, nous, ce qu'on a pensé finalement, dans le petit groupe que j'anime, c'est qu'on pourrait essayer de lever provisoirement l'interdiction que l'État a, depuis la loi de 1905, parce qu'avant c'était le concordat napoléonien et dont l'État avait à peu près tous les pouvoirs, mais depuis la loi de 1905, l'État est tenu à l'impartialité, c'est-à-dire à l'impossibilité de choisir. Donc, il me semble qu'on pourrait essayer, et c'est assez facile, je n'ai pas vu d'obstacle a priori à ce sujet, mais enfin, je n'ai pas tous les éléments de la décision. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, et j'ai bien sûr envoyé un papier, là où il fallait, mais ce n'est pas tout à fait le domaine des Gilets jaunes, mais c'est quand même un problème important, et en tous les cas, j'ai vu là une possibilité d'utiliser concrètement le référendum d'initiative citoyenne. Parce qu'un référendum d'initiative citoyenne, ce n'est pas pour régler les grands problèmes de société, c'est plutôt pour régler les problèmes comme celui-ci, qui sont facilement identifiés. Merci beaucoup, et tu es parfaitement dans les temps, alors ça mérite des applaudissements. Figure-toi que je ne trahis pas un secret, c'est une discussion un peu vigoureuse que nous avions dans l'entrée avec Denis de Béchillon, parce que tout à l'heure, il va expliquer pourquoi c'est un sujet de discussion qui n'est pas simple. On a pris en note au fur et à mesure les questions. On pourrait peut-être essayer de répondre aux questions qui ont été posées, à moins qu'on en prenne une dernière. On a pris 4, c'est ça, si je compte bien. On va prendre une 5e. Oui. Oui. Bonsoir tout le monde. Je propose la décentralisation et de la déconcentration des services publics pour que les élus soient plus proches des gens, simplifier le millefeuille administratif, faciliter les démarches administratives pour les particuliers et les entreprises. Il ne faut pas imposer la numérisation du service public à outrance, retour des 90 km/h sur les routes départementales. Et je vais vous parler également d'Europe. Alors, je propose une harmonisation fiscale et sociale. Par exemple, un taux de TVA normal à 19% et le taux réduit à 6%. Une politique industrielle et de recherche européenne pour lutter contre la désindustrialisation. Investir dans l'économie du futur, biotechnologie numérique. Un Small Business Act européen pour les PME accédant au marché public,
Ensuite, contrôle renforcé des travailleurs détachés et le contrôle de l'importation alimentaire des pays européens, notamment la viande, les produits frais, et la création d'une armée. Merci beaucoup. Alors on va, si vous voulez bien, on va prendre les questions, les questions les plus brûlantes en tout cas. Alors il y a la première série de questions sur l'organisation des collectivités locales, des débats auxquels vous participez, monsieur le professeur Gourdou, monsieur le professeur Carassus, suffisamment souvent pour que vous puissiez vous exprimer avec compétence et éloquence sur le sujet. Et concision. Vous allez parler tous les deux. Rapidement. Je pense que votre première intervention a dressé le panorama des principaux questionnements que se posent à la fois les citoyens, mais aussi les hommes politiques depuis des années, à savoir comment lutter contre le millefeuille territorial, l'éclatement communal, comment essayer d'y répondre, mais aussi quelle est la solution optimale, notamment en termes de taille des collectivités territoriales. C'est vrai que la question des régions se pose. Est-ce que c'est une taille optimale par rapport à ce qui est nécessaire en France? Je ne suis pas non plus sûr que la solution, en plus telle qu'elle a été menée, soit la plus adaptée. Toutes les questions d'aménagement du territoire, c'est-à-dire comment on promeut des territoires un peu moteurs de type métropole, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, il faut satisfaire aux besoins de ces métropoles, sont des territoires aussi qui sont leaders du point de vue économique, sans toutefois oublier les territoires ruraux, donc ce problème de désertification des services publics, évidemment ça se pose. Les marges de manœuvre financières des collectivités territoriales, bon. Donc vous avez dressé tous les problèmes, mais il faut bien être conscient du fait que les hommes politiques, quels qu'ils soient, et les gouvernements qui se sont succédés, se posent exactement ces questions. Et s'il y avait une solution très facile, elle serait mise en œuvre depuis très longtemps. Quand vous dites distinguer ce qui est régalien de ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est régalien, qu'est-ce qui ne l'est pas, bon, on se pose des questions depuis longtemps. Et puis, si c'était simplement un critère comme ça de dissociation, ça serait facile. Quand vous dites ce qui est régalien, ça doit être géré depuis Paris, puis le reste sur le territoire, mais le territoire, il y a aussi de la déconcentration. Madame parlait de déconcentration. Il y a bien des agents de l'État qui sont en situation de pouvoir régler des problèmes, y compris sur des compétences qui ne sont pas régaliennes, à l'échelle territoriale. Ce qui m'a un petit peu choqué dans votre proposition sur les communes, c'est le côté autoritaire et uniforme. Je pense que les problèmes à l'heure actuelle d'organisation territoriale, ils viennent de ce que, depuis l'origine, on a eu une idée d'uniformisation des solutions et l'idée selon laquelle, pour toute configuration territoriale, il faudrait une seule organisation et la même, que ce soit en termes communes, départements. Bon. Je crois que la solution aujourd'hui, dans la mesure où la différenciation entre les territoires est de plus en plus grande, elle passe par une différenciation des solutions institutionnelles. Parfois, il y aura besoin d'un département, parfois, il n'y aura pas besoin d'un département. Parfois, les communes auront un intérêt à se regrouper, parfois pas. Donc dire, en dessous de 2500 ou 300, on va regrouper systématiquement toutes les communes, c'est être toujours dans cette dynamique de on a une solution absolue qui va être le remède à tout. Et je pense vraiment qu'il faut changer de disque dur, il faut changer un petit peu d'optique. Voilà. Merci. Monsieur Carassus. Je voulais revenir sur les propositions que vous avez faites. Je pense d'ailleurs qu'il serait utile que je parle à Jean-Louis, qui participe à l'acte 4 de la décentralisation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont évoqués, qui semblent pertinents. Je voulais en revenir juste sur deux. La question du millefeuille, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et l'image, je pense que l'image culinaire est assez bien choisie. C'est-à-dire que dans un millefeuille, on a plein de feuilles, et que ces feuilles sont souvent séparées les unes des autres. Le problème, me semble-t-il, c'est pas tellement qu'il y ait beaucoup de feuilles. Le problème, c'est que les feuilles n'ont pas de relation les unes avec les autres. Et j'en viens au propos que mon collègue vient de tenir, c'est que quand vous prenez une politique particulière, politique sociale par exemple, vous imaginez que dans le cadre d'une politique sociale pour les personnes âgées, pour les gens insérés, pour les chômeurs,
on a finalement un nombre d'acteurs qui sont très importants qui interviennent. La solution, ce n'est pas tellement de simplifier en créant un seul type d'acteur qui interviendrait pour un seul type de prestation. Parce que ces prestations-là sont très complexes en fonction des usagers, des bénéficiaires, les besoins sont différents. Donc on ne peut pas imaginer finalement un mode d'organisation de l'État et des collectivités avec des acteurs qui soient simplement uniques en fonction de certains usagers. Donc l'idée, pour moi, parce qu'il faut aussi trouver des solutions, c'est qu'on passe du millefeuille à une structure qui serait plutôt une structure de réseau. Et l'image que je prends souvent pour mes étudiants, c'est le cerveau, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, enfin on en a tous un a priori, et dans un cerveau, on gère la complexité. On gère la complexité par un réseau neuronal, on a des milliards de neurones qui ont des relations les uns avec les autres, et quand une partie du cerveau devient incapable de fonctionner, eh bien, le reste du cerveau peut prendre la place de cette partie qui est déficiente. Et je pense que l'organisation de domaine de l'État, c'est plutôt non pas un millefeuille avec des couches qui n'ont pas de relation les unes avec les autres, mais plutôt une image du cerveau avec des neurones qui fonctionneraient les uns avec les autres. Et dans le cas de la politique sociale, par exemple, aujourd'hui, on a des acteurs divers et variés. On a la CAF qui est là. On a le qui va s'exprimer après. Voilà, on a le département. Après Denis de Béchillon, la CAF et la CPAM vont s'exprimer. Voilà, on a la CAF, on a le département, on a la région, on a les centres communaux d'action sociale qui ont un service de proximité relativement important pour vous et moi aussi. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir un acteur unique, c'est par contre être en capacité de mieux organiser les relations entre ces acteurs. Et c'est là où je pense qu'il y a des leviers d'optimisation aujourd'hui, c'est que ces acteurs existent, mais fonctionnent plutôt de manière unique. Donc il y a des leviers d'optimisation relativement importants sur la gouvernance des acteurs, c'est-à-dire l'optimisation des relations entre les acteurs, et pas forcément l'idée qu'on va avoir un acteur unique. Merci. Denis de Béchillon va nous expliquer pourquoi nous avions un sujet de conversation un peu sur le référendum pour changer la Constitution. Et j'ajouterai une question après. Oui, mais alors là, je veux 2 minutes de plus, là. Avant de répondre à François Bayrou, je vais répondre à monsieur. Vous disiez tout à l'heure, le référendum d'initiative citoyenne, ce serait très bien pour des choses qui ne sont pas des grandes questions de société. Mais la question que vous posez est une énorme question de société. Il n'y a pas plus extraordinairement important dans l'esprit des gens que leur relation à la transcendance ou pas. Pour nos compatriotes musulmans, pour nos compatriotes juifs, la question de savoir si l'État doit prendre l'orientation de revenir à son fond catholique et préférer quelque part une religion au détriment des autres, c'est un basculement très profond de ce en quoi nous croyons depuis 1789. Donc évidemment que ça n'est pas du tout une petite question. En l'état des choses, quoi qu'en pense François Bayrou, on ne peut pas réviser la Constitution si l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas d'accord. On ne peut pas faire un référendum direct pour modifier la Constitution. Je passerai sur les détails techniques de cette discussion, mais je voudrais vous dire que c'est une très bonne chose, même si elle vous paraît frustrante. La Constitution, c'est d'abord, je vous le disais tout à l'heure, nos droits et nos libertés tels qu'ils existent depuis 1789. Depuis 1789, nous réaffirmons notre attachement à un ensemble de principes tout à fait essentiels. Le droit de propriété, la liberté, l'égalité, la sûreté. Et on l'a fait jusqu'en 1940 avec cet intervalle épouvantable qui est celui de la guerre. Et en 1946, parce qu'on avait vécu la guerre, parce qu'on avait vécu la barbarie, l'atrocité nazie, on en a ajouté. On a créé des droits nouveaux. Ces droits vous plaisent. De nouveau, ce sont les vôtres. C'est la liberté syndicale, c'est le droit de grève, c'est l'égalité entre les sexes. Ce sont des choses auxquelles vous attachez à juste raison une très grande importance. Et puis en 2004, on a rajouté l'environnement, la préoccupation écologique. Mais on n'a rien enlevé. On a considéré que nous étions dans une grande continuité de droits que nous devions protéger. Les protéger de quoi ? D'abord et avant tout de l'émotion. Ce qui est très important avec ces droits qui sont les vôtres, ce ne sont pas les miens, ce sont les vôtres, c'est de les protéger de notre anxiété, de nos émotions, de nos tourments du moment. Il faut qu'on n'y touche que quand on y a considérablement réfléchi
Et c'est pour cela qu'il est très utile de ne pas pouvoir bouger la Constitution si les corps constitués, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat, ne sont pas d'accord sur le principe. Après, le président de la République a une option, soit le référendum, soit le Congrès, mais c'est une option prudente. Protégeons ça, c'est notre patrimoine le plus précieux. Et bien sûr que dans l'émotion, on fait des bêtises. Historiquement, nous avons fait des bêtises. Je vous rappelle que le maréchal Pétain a été appelé au pouvoir dans l'enthousiasme général. Dans l'histoire des peuples, il y a toujours eu des bêtises dans l'anxiété. Nous vivons un grand moment de terrorisme. Bien sûr qu'on a envie d'en rabattre sur les libertés, de mettre tout le monde en prison et pourquoi pas de rétablir la peine de mort. Mais c'est ce à quoi il faut que nous sachions résister. Il faut que nous nous défendions âprement, mais sans rompre avec l'essentiel de ce qui fait que nous sommes la France depuis 1789 et que nous voulons nous protéger nous-mêmes en gardant nos libertés. Donc soyons prudents. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de ne pas pouvoir modifier trop facilement la Constitution. Je ne dis pas que c'est du bronze, qu'on ne doit pas y toucher jamais. Bien sûr que le moment venu, quand la réflexion a atteint son point d'évolution le plus haut, on doit pouvoir le faire, mais pas dans l'émotion. Alors, après cette très belle démonstration de Denis de Béchillon, que vous allez applaudir, moi j'ai une question à Denis de Béchillon. Et une question très bête. Denis de Béchillon vient de défendre le principe qu'on ne pouvait toucher à la Constitution que si on avait l'accord, le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors comment le général de Gaulle a-t-il fait en 1962, puisqu'il n'avait pas le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour faire ce changement fondamental de la Constitution, qui est l'élection du président de la République au suffrage universel, monsieur le professeur Denis de Béchillon. Monsieur le maire et cher ami, comme nous avons... La moyenne d'âge de cette salle est la mienne, et la tienne et la nôtre, et donc quand nous étions jeunes, on nous disait qu'on ne pouvait pas couper sa salade avec son couteau. Vous savez, c'est parce que les lames de couteau étaient fragiles. Ben, le général et j'ai essayé, on peut. Et le général de Gaulle a fait exactement la même chose, il a essayé et il a pu. La difficulté... Mais on peut peut-être raconter ce qui s'est passé. Alors, il s'est passé, c'était absolument génial sur le plan politique. Il savait qu'il n'aurait pas l'accord du Sénat du tout pour faire évoluer la Constitution, pour permettre l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc il est passé en force, il a organisé un référendum direct. L'Assemblée nationale a engagé la responsabilité du gouvernement de Georges Pompidou, qui est tombé. C'est le seul gouvernement de la Ve République qui soit tombé. Immédiatement après, le général de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale, les Français ont été appelés à voter et les Français ont ramené une majorité conforme, évidemment, aux souhaits du général de Gaulle. C'était donc un triomphe pour lui. Nous avons bien évidemment voté pour l'élection du président de la République au suffrage universel et dans la foulée de ces événements, le général de Gaulle lui-même s'est présenté et a été élu. Ce qui a changé depuis, c'est que le Conseil constitutionnel, dans une jurisprudence que François Bayrou n'aime pas mais qui n'en existe pas moins, a décidé qu'il pouvait, puisqu'il est le juge de l'ensemble des élections nationales, législatives, sénatoriales, mais aussi référendaires, contrôler l'ensemble du processus électoral et donc la régularité constitutionnelle de toutes les règles qui entrent dans le processus du référendum. Et dans ces règles, il y en a une qui est le décret de convocation des électeurs. Quand les électeurs sont convoqués au référendum, ils sont convoqués pour répondre à une question et c'est le décret de convocation qui comporte cette question. Et le Conseil constitutionnel a estimé qu'il pouvait juger, avant que le peuple ne se prononce, du point de savoir si cette question était conforme à la Constitution ou pas. Et donc, nous pensons, la majorité des constitutionnalistes, qu'aujourd'hui, si le président de la République voulait passer en force et faire un référendum direct sans l'autorisation préalable de l'Assemblée et du Sénat, le Conseil constitutionnel s'y opposerait, c'est-à-dire qu'il empêcherait l'organisation même du référendum, car le référendum aurait comme effet de modifier la Constitution, ce qui ne peut pas être fait sans l'accord de l'Assemblée et du Sénat. Alors évidemment, François Bayrou est un ennemi de cette jurisprudence, mais François Bayrou est un homme politique, moi pas. Il dit le souhaitable, je dis la réalité. Oui, ben, on verra ce que cette réalité vaut, parce que
Imaginez qu'on veuille instaurer le référendum d'initiative citoyenne ou adapter la Constitution, la changer pour rendre possible le référendum d'initiative citoyenne, et que l'Assemblée nationale ou le Sénat s'y opposent. Quelle est la légitimité du Conseil constitutionnel pour empêcher que le peuple français se saisisse d'une question qui est fondamentale? Moi, je considère que le chemin qui a été suivi par le général de Gaulle en 1962 est un chemin qui, un jour ou l'autre, peut et doit être utilisé pour changer le texte constitutionnel, parce que jamais personne n'a été informé de la jurisprudence au schmail, comme disent les constitutionnalistes. Personne n'a su que le Conseil constitutionnel s'était donné ce privilège. Personne, et d'ailleurs on peut lire la décision, je ne l'avais pas fait, mais comme tu me l'as envoyé, je l'ai lu. Il n'y a à aucune ligne cette décision-là, c'est entre les lignes que vous avez réussi à glisser ce privilège. Moi, je considère que le peuple français a le droit de changer sa constitution, y compris pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Alors, puisque je suis interpellé, je vais quand même répondre. Deux choses. La légitimité du Conseil constitutionnel, c'est malheureusement celle que lui donne la Constitution, puisque c'est elle qui fait de lui le juge de l'élection. Et comme on ne peut pas juger l'élection sans juger les actes préparatoires à l'élection, le Conseil avait absolument raison. Mais si François Bayrou avait écouté ce que je disais au début, il serait moins animé par la volonté de vouloir faire des référendums partout. Parce que si demain on fait des référendums constituants spontanés, on modifiera tout ce dont je vous ai dit qu'il ne fallait pas le modifier autrement qu'après y avoir très mûrement réfléchi. Bien sûr qu'on fera une 6e République, une 7e, une 8e. Or, sérieusement 2 secondes. Le génie de la 5e République, parce qu'il y en a un, c'est que le général de Gaulle l'a pensé comme une espèce de retour d'expérience. Vous savez, quand il y a une catastrophe industrielle dans une centrale nucléaire, on essaye de voir pourquoi la centrale a explosé, et puis on partage l'information avec le monde entier, tous les constructeurs de centrales, pour faire que les centrales soient meilleures. La 5e République, c'est exactement la même chose. Le général de Gaulle était un très grand connaisseur de l'histoire. Il avait compris et vu que beaucoup d'expériences politiques avaient abouti à des catastrophes, la pire de toutes étant la 3e République, qui avait abouti à ce cataclysme qui est le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy. La 5e République, elle est construite sur l'idée de fabriquer des institutions résistantes, qui répondent aux problèmes auxquels on n'avait pas su répondre avant. Alors bien sûr qu'elle n'est pas parfaite, elle est même très imparfaite, mais c'est une constitution prudente, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle est justement imprégnée par ce souci de réfléchir longtemps et de regarder loin derrière avant de faire des bêtises. Or, les bêtises, pardonnez-moi, mais dans les référendums, on les fait presque toujours. Parce que le référendum, c'est de la politique, c'est de l'excitation, c'est généralement la réponse à une question qu'on ne vous pose pas. Et cette question, c'est « Aimez-vous Emmanuel Macron ? Aimez-vous Tartampion ?» Mais bien sûr que si, ça s'est toujours passé comme ça. Ce que Denis de Béchillon est en train de vous dire... La Suisse est un tout petit pays, très riche, dans lequel les conflits sociaux sont extraordinairement mineurs. Ce que Denis de Béchillon est en train de vous dire, c'est pourquoi nous avons des débats, c'est que le général de Gaulle n'aurait pas dû avoir le droit, bien sûr, de créer l'élection du président de la République au suffrage universel. Pas comme ça. Eh bien, moi, je... Non, monsieur, vous avez déjà parlé, alors vous allez attendre. Madame Bascou. Oui, je suis un dictateur, c'est bien connu. Madame Bascou. Merci, monsieur, de me donner la parole à votre place. Merci. Alors moi, j'ai une question à monsieur de Béchillon, mais une question pour rebondir. Nos élus de la République sont élus. Le président de la République, nous l'élisons. Nos députés, nous les élisons. Les sénateurs sont élus par le collège électoral des élus. Mais que je sache, le Conseil constitutionnel n'est pas élu.
Alors même si je ne remets pas en question la sagesse des personnes qui y siègent et de celles qui y siègent de droit, en plus, et finalement n'y vont pas, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une tendance où le Conseil constitutionnel et dont les juges sont en train d'ordonnancer la politique, de prendre des décisions et d'imposer des directives sous couvert de la lecture de la Constitution et de l'interprétation qu'ils peuvent en faire? Ça, est-ce qu'on n'est pas en train de juridiciariser la politique aujourd'hui? En sachant que, si je ne me trompe pas, mais peut-être que vous allez me pas, nous pouvons, au début d'un procès, si nous estimons qu'un texte nous est imposé et non constitutionnel, saisir le juge de cette inconstitutionnalité aussi, nous-mêmes, simples citoyens. Et le juge, pour le coup, se retrouve lui-même à édicter des orientations politiques. Très bien. Alors, vraiment 2 minutes. On voit que Mme Bascou a eu au moins un bon prof. Ouais. L'autre, c'était moins bon. L'autre était moins bon. Mais toi, c'était longtemps avant moi, c'est ça? Oui. La tradition française, c'est que nous n'élisons pas nos juges. Mais vous avez des pays dans lesquels on élit les juges, c'est le cas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays du gouvernement des juges. Il n'y a pas de pays au monde dans lesquels vous ayez moins d'immixtion des juges dans la vie politique. Donc ça ne change à la vérité rien. Et ce que vous dites du Conseil constitutionnel vaut exactement pour tous les autres juges qui tranchent tous vos litiges, que ce soit le Conseil des prud'hommes, le tribunal de grande instance, la Cour de cassation ou le Conseil d'État. C'est la même chose. Ce qui importe pour un juge, c'est qu'il soit capable d'exposer le caractère juridique de sa conclusion. Il a des textes, il doit les expliquer et il doit expliquer, il doit les appliquer et il doit expliquer comment et pourquoi il arrive à cette solution à partir de ce texte-là. C'est ça son exigence. Si le juge se met à sortir de ce canevas, à faire de la politique à l'état pur, c'est-à-dire nous expliquer ce qui est bon à son avis, il devient totalement illégitime. Et là, évidemment qu'il faut le mettre en prison. Mais tant que son raisonnement reste un raisonnement juridique, il a la fragilité de tous les raisonnements, mais il est acceptable parce que c'est ça sa mission. Et cette mission, elle procède non seulement de notre Constitution, mais de la tradition de tous les États démocratiques depuis, pour le coup, des siècles et des siècles. Nous avons évolué dans la civilisation parce que nous avons confié aux juges le soin de régler nos conflits. Vous savez, quand 2 personnes sont en désaccord, leur tendance naturelle, c'est quand même globalement de se foutre sur la gueule. Bon. Et pour éviter ça, et pour éviter la vengeance des familles, on a eu cette idée lumineuse depuis l'aube de l'humanité de prévoir un tiers désintéressé et impartial pour régler leurs conflits. Quelqu'un qui ne soit pas impliqué, tiers, désintéressé et impartial. C'est ça un juge. Bien sûr, votre juge, il n'est pas Dieu, il n'est pas parfait, il commet des erreurs. Quelquefois, il va même trop loin. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs degrés de juridiction pour rejuger ce qui a été mal jugé. C'est fragile, c'est humain, mais c'est ce que nous avons de moins mal pour faire que notre civilisation reste à peu près pacifique. Critiquons les jugements quand ils nous déplaisent, mais ne perdons pas de vue que nous serions très loin du point de civilisation où nous sommes si nous n'avions pas des juges et même un Conseil constitutionnel dont nous pouvons désapprouver certaines décisions. Bien, Valérie Paris doit répondre à la question médicale, enfin du tissu du réseau médical. Monsieur de Béchillon, je l'avoue. Je vais revenir sur votre question, monsieur, par rapport à l'ouverture des services publics. Alors moi, je vais répondre pour la CPM. Vous avez parlé tout à l'heure des maisons de services publics. Au niveau de la CPM, sur le territoire, nous essayons que tout ne soit pas tout numérique. C'est-à-dire que les gens, on a besoin de se parler. On a besoin de comprendre nos dossiers et de comprendre éventuellement des problèmes sur les dossiers. Donc on a quand même sur notre territoire, alors il faut savoir que sur les Pyrénées-Atlantiques, vous avez 2 CPM, celle de Pau et de Bayonne. Donc là, je parle bien sûr que de celle de Pau. Et donc sur le territoire de Pau, vous avez quand même 5 agences qui sont ouvertes pour recevoir du public. Et dans les maisons de services publics, vous avez
11 accueils de CPAM. Donc ça, c'est une... voilà, on tient à ce que vraiment le service public au niveau de l'assurance maladie soit présent sur notre territoire. Vous avez un formidable projet qui est lancé, et nous sommes un département pilote à ce niveau-là, qui a été lancé au conseil départemental, qui a voté le budget de ce projet, qui s'appelle Présence médicale 64, qui va permettre à des professionnels de santé d'aller s'installer sur le territoire, dans des zones où on a du mal à recruter des médecins, à installer des médecins, à installer des kinésithérapeutes, des infirmières. Donc on va les aider à s'installer, à créer des maisons de santé médicale. Donc voilà, pour que notre territoire ne devienne pas un territoire désertique à certains endroits sur la présence médicale. Et le 22 mars, nous avons rendez-vous avec Monsieur le Préfet pour justement continuer à organiser cette présence des services publics niveau CPAM et santé sur notre territoire. Merci beaucoup. Quelles sont les questions auxquelles on n'a pas répondu à la tribune? On a répondu à peu près à toutes. Alors, Madame au premier rang. Je ne donnerai pas la parole à ceux qui ont déjà parlé, sauf à la fin. Bonsoir, Monsieur Bayrou. Bonsoir, tout le monde. Je suis Janine Franqueur, retraitée infirmière. Vous dites, je vais parler du droit, mais du droit des femmes. Vous dites que nous avons l'égalité. Non, nous n'avons pas l'égalité. Moi, je suis fière d'être une femme. Vous, vous êtes un homme. Hein? Ça, je veux dire, ça, je veux le conserver. Mais je voudrais l'égalité dans les salaires, ce qui n'est pas encore d'actualité. Il y a encore beaucoup de différences dans nos salaires. Après, l'égalité aussi pour les postes importants. Déjà, aujourd'hui, vous voyez, je pensais, c'est la journée des femmes aujourd'hui. Je pensais que nous aurions une tribune de femmes. Je n'ai rien contre les hommes qui sont là, hein, absolument rien. Mais je pensais que nous aurions une tribune de femmes pour au moins les honorer. Ça, je m'adresse à M. Bayrou, là. Bon. Et, non, mais c'est vrai, c'était la journée des femmes et c'est le grand débat. Je ne réponds pas... Non, comment dirais-je, aux critères essentiels. Donc, voilà. Bon, mais voilà ce que je voulais dire. Bon, il y a quelques petites amorces. Bon, on donne des PV si une femme est sifflée dans la rue, si elle est un petit peu frôlée dans le métro. Bon, on commence un petit peu, mais enfin, tout reste à faire pour moi. Bon, vous parlez des infirmières qu'on va mettre en place. Maintenant, je doute que beaucoup de jeunes veuillent faire infirmier. Ça fait pas rêver le métier d'infirmière. C'est comme le métier de gardien de prison. Il le disait. Vu le salaire, vu le travail, ça fait plus rêver. Bon, puis là, je vais changer tout à fait. Moi, je suis une partisane du RIC. Vraiment une partisane. D'ailleurs, je travaille dessus avec d'autres personnes. Et il ne faut pas qu'on nous fasse bouger des chiffons rouges en nous disant l'avortement, la peine de mort, tout cela, non. Il y aura vraiment, ce sera des sujets qui seront discutés avant, ça ne sera pas fait n'importe comment. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Merci beaucoup, madame. Une voix masculine. Monsieur en pull-over bleu. Monsieur Bayrou, j'ai 4 minutes. Je vais vous les donner intégralement, personnellement, en tant que maire de Pau et en tant que président de la communauté d'agglomération, pour que vous nous disiez, et que je puisse comprendre, comme tout le monde, à la lumière de votre expérience depuis un certain temps que vous exercez ces 2 postes, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui ne va pas bien dans l'articulation entre la commune de Pau et l'intercommunalité. Et petite question subsidiaire, je me souviens de la campagne électorale municipale où il avait été évoqué à propos de l'intercommunalité que je crois Serre-Castet, peut-être du côté de l'aéroport, n'était pas rentré dans l'agglomération.
où en est ce dossier. Donc, si vous aviez seul la main pour faire une réforme sur ce genre de sujet, qu'est-ce que vous proposeriez? Parce que moi, je n'ai pas du tout d'idée là-dessus, puisque je n'en ai aucune expérience. Vous avez 4 minutes. Non, pas maintenant. Je vous répondrai après. On va prendre les questions. On va prendre les questions. Je répondrai après. Ah bon, pardon. Voilà. Féminine. Madame, au deuxième rang. Ah, pardon, mais je vous ai vu. Non, moi, je vais répondre à Monsieur Béchillon, parce que je trouve que, bon, il dit qu'il ne faut rien changer, on a un très bon système, etc., etc. Quoique, mais qu'est-ce que je voulais dire? Le Conseil constitutionnel, c'est un conseil qui a été quand même nommé par le président, par le Sénat, j'ai regardé un peu sur mon portable, parce qu'effectivement, je ne m'étais pas assez documenté avant de venir ici. Donc, c'est quand même des gens qui regardent, qui donnent leur avis sur les lois qu'ont fait des gens qui les ont mis à cette place-là. Donc, en général, c'est copinage peut-être, etc. Donc, ils vont pas leur dire non, votre loi, elle est nulle, elle est mauvaise. Hein. En général, ça se passe un peu comme ça. Et je ne vois pas pourquoi, quand il y a des grands sujets importants, on a élu effectivement des gens qui sont là pour nous représenter et qui doivent quand même, quand ils sont à leur poste, représenter le peuple français. Or, souvent, ça passe un peu, je trouve, à la trappe. Il y a de grandes réflexions quand même. Par exemple, actuellement, moi, je suis, mais alors, très très en colère par rapport, par exemple, à vendre l'aéroport de Paris. Alors ça se fait dans des grandes sphères et tout ça. On vend ceci, on vend cela. Ça fait partie du patrimoine français. Et moi, je ne suis pas d'accord que ça se passe, toutes ces questions se passent en haut et que nous, on ne puisse rien faire. Alors ça, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Et c'est pour ça que je veux être, que nous, tous ici, on ait le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Bien qu'on ait élu ces personnes-là, elles ne nous représentent pas dans certaines situations. Après, je voulais répondre aussi à cette dame, c'est très bien la désertification des campagnes, etc. Bon, oui, effectivement, mais pourquoi? On veut enlever de plus en plus de services publics. On ferme les banques, on ferme les écoles, on ferme tout. Alors, on va aller mettre 2 ou 3 médecins jeunes avec des enfants, alors qu'ils seront allés à l'école à je ne sais pas combien de kilomètres. On ferme les petites lignes de chemin de fer. On veut privatiser tout, voilà. Ça, oui, ça c'est grave, de casser le service public français comme ça. Ça, c'est très grave. Voilà. Merci. Une voix masculine, le monsieur à barbe dans la partie gauche de l'hémicycle. Droite, enfin, à l'Assemblée, ça serait la droite, ici, c'est la gauche. Je vous remercie pour ce débat, monsieur Bayrou, et les gens qui sont ici. Ce que j'aimerais rebondir en fait, sur ce que la dame a dit et sur ce que monsieur à la tribune, j'arrive pas à voir son nom, en fait, a dit sur la Constitution. Donc je trouve que c'est très intéressant. Après, ce qui manque en fait, il y a un article qui est l'article 3 de la Constitution sur la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Donc je ne vais pas vous la lire intégralement ici, mais tout le monde pourra aller voir. Et en fait, la dame parlait de vendre l'aéroport. Tout le monde parle de vendre les bijoux de famille. De certaine façon, pourquoi? Parce qu'on a une politique d'austérité. D'où vient cette politique d'austérité? Elle vient d'une dette que je trouve non légitime. On pourra l'expliquer. Monsieur Bayrou, j'ai vu le dernier débat, je n'ai pas pu être présent. Une personne a parlé de ça, j'ai peut-être mal compris ce que la personne disait, mais ça avait l'air intéressant sur la dette. Vous l'avez traité d'avoir une politique, une idée stalinienne ou maoïste, ce que je trouve un petit peu dommage. Après, j'aimerais en discuter un peu plus avec vous. Donc sur toutes ces questions, en fait, c'est plutôt revenir sur la souveraineté. On a une dette qui est importante. Aujourd'hui, on paye ce qu'on appelle l'effort de dette. Il faut savoir qu'en 2017, le premier budget
c'était l'éducation, autour de 57 milliards d'euros. La deuxième dépense, c'est ce qu'on appelle l'effort de dette. Donc c'est les intérêts de la dette, pour être précis. Et donc ils étaient aux alentours de 50 milliards. Donc la deuxième dépense de l'État, c'était la dette. D'où vient cette dette? À une certaine époque, au début de la Ve République, il me semble que la Banque de France était nationalisée. Ça s'est fait juste après la guerre. Et donc les États, les gouvernements pouvaient créer de la monnaie par elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est lié au niveau européen, donc à la BCE, la Banque Centrale Européenne, sauf que la Banque Centrale Européenne elle-même ne peut pas décider d'émettre de la monnaie, uniquement la monnaie fiduciaire, mais du coup elle est obligée de l'emprunter auprès de banques privées et à des taux d'intérêt. Et cet argent, donc en latin, si je ne me trompe pas, on appelle ça il nino, qui sort de nulle part d'une certaine façon, en fait, qui peut servir à l'économie réelle ou à la spéculation comme aujourd'hui. Et donc j'aimerais poser cette question. Je m'excuse, je ne suis pas forcément très clair ce soir, parce que c'est pas évident de parler. Je suis jeune, j'ai 22 ans. Et voilà, j'aimerais recentrer le débat là-dessus, parce que quelles que soient les discussions ou les courants politiques qu'on peut avoir, si on ne règle pas cette problématique, toute discussion sera vaine ici. Je ne vais pas vous répondre. Il y a beaucoup d'éléments qui mériteraient des précisions et même des démentis. Moi, je vous pose une seule question. Si vous avez un voisin à qui vous avez prêté 2 000 € et que le voisin vient vous voir en disant « Écoute, tes 2 000 €, je ne te les rendrai pas. Est-ce que tu peux m'en prêter 2 000 autres ?» Quelle va être votre réponse ? J'aurais pas forcément de réponse tout de suite. Enfin, mais en fait, juste moi, je connais la réponse. En tant que particulier, oui. Le problème, c'est qu'on mélange souvent le particulier, l'entreprise et le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État n'est pas de gagner non plus de l'argent. Non, mais là, il ne s'agit pas de gagner. C'est de créer de la monnaie. Pourquoi ? J'essaie d'échanger avec vous et pas de répondre à toutes les questions que vous avez posées, parce que je ne veux pas... Mais simplement ce mécanisme-là, oui. Si vous prêtez à quelqu'un une somme importante et que vous lui annonciez que vous ne le rembourserez jamais, la réponse est simple, c'est on ne vous prêtera plus jamais. Pourquoi est-ce qu'on vous prêtera plus ? En fait, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'emprunter auprès de ces banques privées ? C'est là ma question. L'État a le droit, pourquoi l'État n'a pas le droit elle-même d'émettre de la monnaie ? Je connais votre réponse et j'attends cette réponse. Non, je ne veux pas avoir de débat, c'est pas ma place. Moi, je suis là pour ça. Mais si vous voulez un débat, moi je veux bien débattre. Eh bien, je vais répondre. Alors, puisque vous m'incitez à répondre, moi, c'est vous qui me le demandez. Moi, je demande juste la réponse à la dernière chose que j'ai dit. Ça prendra 1 minute à peine. C'est extrêmement simple. On a utilisé ce mécanisme pendant des années après la guerre. À quoi est-on arrivé ? À 15% d'inflation par an. Parce que si vous créez de la monnaie sans qu'il y ait de richesse en face, de richesse matérielle en face, qu'est-ce qui se passe ? Le prix des choses augmente, l'inflation. Et le pays s'est retrouvé, alors tous ceux qui avaient investi se sont retrouvés ruinés. C'est comme ça. C'est pour ça que sous Pompidou, je vous assure que je n'avais pas d'opinion politique précise sur le sujet à cette époque, sous Pompidou, on a dit on ne peut pas continuer à créer de la monnaie comme ça. Aucun des pays du monde n'est dans ce mécanisme-là, parce que, non, aux États-Unis, par exemple, la banque centrale est indépendante. Ce n'est pas le gouvernement qui crée. Au Japon, la banque est indépendante. La banque centrale américaine, en tout cas aujourd'hui, pareil, ne peut pas créer elle-même sa monnaie, elle est obligée de l'emprunter auprès de banques.
Non, Morgan, Rothschild. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais on plus aura complexe que ça, on je suis aura une d'accord avec vous. discussion. On d'expliquer aura une ce que moi, j'ai compris. discussion. La banque centrale, les banques centrales créent de la monnaie dans le cadre du mandat, comme on dit, c'est-à-dire de l'obligation qui lui est faite par les États quand elle a été créée, qui est de ne pas faire d'inflation de plus de 2% par an. Mais qui l'a décidé, ça? Est-ce qu'il faudrait absolument cette inflation? Enfin, limiter cette inflation. Ce qui a décidé ça, c'est la succession des lois qui ont été votées par tous les gouvernements d'un bord, de l'autre et du troisième depuis 50 ans. Et qui... Oui. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait. Mais... Oui. On est en mi-déficit depuis cette date-là. On est bien d'accord. Depuis 73. Oui. Donc, en fait, quand on a pris cette décision... C'est le gouvernement de M. Pompidou. Quand on a pris cette décision, qui à la limite n'était peut-être pas mauvaise à la base, il aurait fallu que les politiques comprennent qu'à partir de cette date-là, on n'avait plus le droit de faire de déficit budgétaire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc il y a eu une erreur des politiques. Dans la répartition de la nation, le médecin soigne, l'agriculteur donne à manger à la population, et le politique doit gérer et prévoir l'avenir. Notre problème, c'est qu'il y a une carence là-dessus. Mais oui, et la raison pour laquelle nous sommes obligés d'emprunter actuellement à 0%, comme si c'était nous qui créions la monnaie. Parce que vous dites, la monnaie, elle est créée par la Banque centrale, elle est créée par les banques essentiellement, à qui on donne l'autorisation de vous faire un prêt. C'est quand la banque vous fait un prêt qu'elle crée de la monnaie. Et donc, pourquoi sommes-nous obligés d'emprunter? Parce que nous dépensons comme puissance publique environ 15% de plus que ce que nous fournissons à l'État. Mais parce qu'on est mal organisé. Mais à qui le dites-vous? Voilà. Bon. Je rappelle aussi historiquement que depuis la nuit des temps, les États ou les gouvernements ou les empires ont toujours dépensé plus qu'ils n'encaissaient. Ça, c'est une réalité historique. Et pour prendre notre ami Henri IV, quand Sully a remis les finances en ordre, il n'a pas du tout remis les finances en ordre, il a mis un grand coup de trait sur la dette. Pas du tout. Ah si. Excusez-moi. Et Colbert. Je ne veux pas insister. Qu'est-ce qu'il a fait Sully pour remettre les finances en ordre? Il a créé de l'impôt. Non, oui, il a créé de l'impôt, mais ils ont aussi dit aux gens à qui ils devaient de l'argent, on vous en doit plus ou on vous en doit moins. Mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Les banquiers qui prêtaient au roi, c'était les banquiers de Venise, et c'était d'ailleurs pourquoi le système bancaire était, comment dirais-je, visé en fonction de l'origine de ces... c'est comme ça que ça se passait. Il se trouve que, bien sûr, il avait besoin d'avoir les meilleures relations avec les banquiers, et c'est peut-être ce qui explique que les Médicis, ça fait autant d'importance auprès du roi de France, au point qu'il les épousasse. On est bien d'accord, voilà. On est bien d'accord, mais épouser Marie de Médicis, c'était aussi un moyen facile de rayer la dette. Je non, mais non, c'est des bêtises. Allez, ah non, c'est pas des bêtises. Allez, on va pas faire un débat entre nous. Pas faire un débat historique. Une voix féminine au fond de la salle. La dame avec le foulard rouge. Je vais vous rendre la parole. Hein? Pardon? Pour Henri IV, si je ne me trompe pas, il a également fait une banque nationale. Non. Et c'était pas lié uniquement à une banque nationale. Il n'a pas fait, c'était pas lié à une politique d'austérité.
C'était absolument pas lié à la hausse. Enfin, pas uniquement, il y a eu une petite hausse des impôts. Si vous saviez à quel point il a créé quelque chose dont la France a beaucoup souffert et qui était à mon sens une erreur colossale, il a vendu les postes de fonctionnaires. Il a créé énormément de postes de fonctionnaires. Non, non, il les a vendus. Il les a mis en vente. Et la France en a terriblement souffert. Cet impôt s'appelait la Paulette. Et on achetait une place de juge. Et après, héréditairement, on était juge. Et c'était une totale erreur. Voilà. Sauf que quand Henri IV est arrivé, il y avait une dette colossale et il a su l'effacer. Et à la fin, il y avait un excédent budgétaire. Oui, oui. Il a su l'effacer. Qui n'est pas lié à une politique d'austérité. Il ne faut pas applaudir les bêtises. Voilà. C'est pas une bêtise, c'est réel. Excusez-moi. C'est absolument pas une bêtise, monsieur Bayrou, c'est réel. Non, mais je vous donnerai le micro à la fin. Je vous dis, mais vous débattrez. Écoutez, franchement, bon. Non, monsieur. Non, attendez. Oh, voix féminine, la dame avec le foulard rouge. Bonjour. J'ai toujours donné le micro à tout le monde. Non, mais écoutez, excusez-moi. Vous allez prendre la place. Allez, vu combien de temps vous l'avez. Allez, prendre la place. Vous voyez, il n'y a pas de l'os qui a fait une expérience. Il n'y a pas de l'os qui a fait une expérience avec les chiens. Les chiens de Pablo. Vous êtes des moutons. Vous allez devenir des pantins et dans quelques temps des zombies. Et voilà, ça marchait. C'était judicieux. D'accord. Madame avec le foulard rouge. Oui, bonsoir tout le monde. Eh ben, voilà, je suis désolée, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public, mais je vais essayer. Ah, vous m'aidez? D'accord, voilà. Moi, je ne parlerai pas de finances et ces choses-là parce que je l'ignore et je ne les connais pas. Je fais partie des petits peuples, mais je voulais partager avec vous une petite expérience. J'ai eu l'occasion de travailler au CCAS de Pau en tant qu'aide à domicile. Voilà. Et aide à domicile, ou certains disent aussi aide ménagère. Donc, je vous raconte une petite anecdote qui s'est passée sur le terrain, mais qui m'a beaucoup affectée. Un exemple concret. C'était à midi, le 26 janvier 2019, au foyer PFE. Et j'étais chez une dame âgée, dans les 94, presque centenaires. Et je lui ai préparé ou réchauffé son plat. Et je lui ai dit, Madame, votre plat est prêt. Et elle m'a répondu ceci. Comment une bête me donne à manger? Oui, exactement, c'est ça. Et je lui dis, est-ce que vous me trouvez que je suis une bête? Et elle m'a dit, oui, je vous trouve une bête. Et je le pense aussi. Je lui ai répondu, Madame, moi, je vous trouve que vous êtes une reine. Elle avait des cheveux blancs, avec des très jolis blancs, et un joli sourire. Voilà, je lui ai aidé à s'installer à la table, il a mangé, et voilà. Et honnêtement, vu que son âge et ses maladies, j'avais beaucoup d'empathie pour elle, voilà, je n'ai rien dit du tout. Par contre, oui, merci. Donc j'ai eu l'idée de prendre un petit et je l'ai écrit
ici et je mets comme un titre « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Du coup, je suis retournée au CCAS, c'était une réunion, et je parlais avec les responsables. Et il y avait la chef d'unité qui m'a dit « C'est la vieillesse, il ne faut pas prendre sur toi ». Et moi, je voulais savoir, et vous demander, si c'était le cas à cette chef d'unité-là, si un jeune pourrait lui donner un coup, est-ce que je pourrais lui répondre « C'est la jeunesse, ne prenez pas sur vous ». Voilà. Voilà. Et je voudrais savoir aussi, lorsqu'on subit des discriminations à ces points-là, est-ce qu'il y a des organismes ou des endroits où on pourrait, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Pardon? D'accord. Merci. Madame, je vais faire écouter, puisque tout est enregistré, je vais faire écouter votre témoignage à la direction du CCAS. D'accord. La responsable qui m'a répondu que c'est la vieillesse, elle s'appelle Madame Mascarian. Eh bien, tout ça est enregistré, je vais le dire, mais il faut que je vous dise quelque chose. Vous êtes très jeune. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Les êtres humains ne sont pas bons. Nulle part. Les êtres humains sont, pour un grand nombre d'entre eux et à de nombreux moments de leur vie, méchants, mesquins, dégueulasses, racistes. C'est comme ça que sont les êtres humains. Et donc, il y a des lois pour leur répondre, pour les canaliser. Mais hélas, ce type de réaction et de comportement, c'est un type de réaction et de comportement qu'on retrouve désespérément. Ça vous a désespéré et je partage ce désespoir-là. Moi, ce qui m'a désespéré, ce n'est pas la vieille dame qui avait avoir 100 ans et qui va partir. Oui. C'est la chef d'unité. Il faut l'accompagner, ce genre de personnes, avec la dignité. Oui. Peut-être qu'elle n'avait pas sa tête, elle était malade, d'accord. Mais la façon qu'on m'a répondu sur mon lieu de travail, c'était... Eh bien, je vais m'en occuper de votre lieu de travail. On meurt et on marche sur toi. Très bien. C'est très, très méchant. Je peux vous demander votre nom? Je m'appelle Hassan Abdi et mon prénom c'est Odan. Ah, très bien. On va prendre en note, vous allez donner votre nom au garçon qui est là-bas. Hein? Voilà. D'ailleurs, je peux vous demander un autographe. Oui, un autographe, je vous le donne avec plaisir. Voilà, et ça va passer au CCAS. Et je vous embrasse.